Sous une nuit de pluie lourde, tandis que 6 décennies de désillusions se superposaient dans l'esprit de vieux soldats jamaïcains, un contraste brutal surgit entre une confiance épuisée et l'écho inattendu d'un seul discours. Ils avaient enduré trop de promesses bruyantes et de résultats vides jusqu'à ce qu'un simple extrait vidéo fissure la fatigue qu'ils croyaient définitive. Mais pourquoi ces hommes aguerris, qui ne se laissent plus impressionner, se sont-ils arrêtés devant le regard d'Ibrahim Traoré? Et si cette impression fulgurante portait en elle quelque chose qu'ils n'avaient plus osé espérer? Ce récit ne cherche ni à exagérer, ni à romancer. Il s'attache à comprendre pourquoi un groupe d'anciens combattants, endurcis par des décennies de déception, a soudain ressenti que quelque chose basculait autour d'eux. Le véritable enjeu n'est pas un discours isolé, mais ce qu'il a réveillé chez des hommes qui avaient vu leur île osciller entre promesses politiques, pressions extérieures et décisions prises loin de Kingston. Et c'est précisément là que naît le risque. Lorsqu'un symbole inattendu rallume la fierté d'une génération qui s'était habituée à avancer en silence, les dynamiques régionales deviennent plus sensibles qu'on ne l'admet publiquement. Ce qui vous sera raconté dans les prochaines parties n'a rien d'une légende. Il s'agit du cheminement lent, pesé, méthodique qui a conduit des vétérans jamaïcains à passer de l'observation prudente à une prise de position rare, portée par la mémoire, la loyauté et la lucidité. Ce trajet, vous le verrez, éclaire aussitôt ce qui suivra. La première révélation, inattendue mais claire, surgit le soir où les vétérans comprirent que leur malaise ne venait pas seulement d'un demi-siècle de désillusion, mais d'un détail qu'ils avaient ignoré pendant des années. La seconde révélation, plus lourde encore, survint lorsqu'ils réalisèrent qu'un simple extrait de quelques minutes, vu par eux séparément puis revu ensemble, avait fissuré ce que 60 ans d'habitude politique n'avaient jamais réussi à éroder. Car ce rassemblement n'était pas né d'un élan émotionnel, mais d'un enchaînement méthodique de causes et d'effets. L'usure d'une génération, la perte progressive de souveraineté perçue, les pressions extérieures, les décisions prises loin des îles, et enfin ce clip où un jeune capitaine du Burkina Faso se tenait droit sous le soleil du Sahel. C'est précisément ce soir-là, dans une salle communautaire construite dans les années 1960, que la salle elle-même sembla peser davantage. Les murs fissurés, les tables tachées, les ventilateurs qui brassaient à peine l'air chaud, tout cela n'était plus un décor. C'était le miroir d'un pays qui avait lui aussi accumulé des traces d'usure. Le sergent Donovan Reed, large d'épaules et la voix forgée par des décennies de commandement, fut le premier à rompre le silence. Ces mots décrivaient non seulement les politiciens qui avaient secoué des mains puis oublié des noms, mais aussi les accords acceptés sans résistance, les partenariats qui n'avaient pas protégé ceux qu'ils prétendaient servir. Sa prise de parole déclencha un mouvement. Le major Carlton Hines, marqué par des années en mission en Sierra Leone, confirma que partout où il avait observé des dirigeants, il n'avait vu qu'un mélange de faiblesse, de prudence excessive ou de discours vide, jusqu'au jour où il avait aperçu un autre type d'homme. C'est ici qu'entre en scène Ibrahim Traoré, non comme un personnage idéalisé, mais comme un catalyseur involontaire. Les vétérans l'avaient vu regarder ces hommes comme des égaux, parler sans chercher l'approbation extérieure, tenir sa posture sans trembler. Et cette attitude, posée mais tranchante, devint la pièce manquante dans la chaîne de causes qui ramenait ces anciens soldats à leur propre histoire. Ce fut la première fois que leur nostalgie se transforma en lucidité. Dans cette progression, lente mais inévitable, un personnage prit naturellement le rôle de fil conducteur, le sergent Donovan Reed. Non pas parce qu'il parlait davantage que les autres, mais parce que son expérience donnait à chaque mot une densité que les vétérans reconnaissaient instantanément. Dans la salle communautaire vieillissante, c'est lui qui relia
les souvenirs personnels aux inquiétudes collectives et les inquiétudes collectives au regard qu'ils avaient posé sur une figure qu'ils ne connaissaient qu'à travers un écran. Un soir, peu, peu après le premier visionnage collectif, Donovan confia à Marlon Stewart qu'il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis ses années de service actif, la sensation qu'un homme, quelque part, parlait encore le langage de la discipline sans la déformer. Il ne citait pas de pays, pas d'alliance, pas de doctrine, seulement l'attitude observée chez un jeune capitaine. Lors d'une autre réunion, un vétéran plus discret rapporta comment son petit-fils lui avait montré, presque par hasard, un court extrait où Ibrahim Traoré ne cherchait ni effet de style ni approbation, mais tenait sa position avec une gravité rare. Le vieil homme avait revu ce passage seul, puis encore une fois, puis encore, jusqu'à comprendre pourquoi il n'arrivait pas à détourner le regard. De fil en aiguille, Donovan devint l'homme qui mettait des mots sur ce que chacun ressentait sans oser formuler, que cette reconnaissance intuitive n'était pas de l'enthousiasme naïf, mais le reflet d'années de service où la dignité importait plus que la rhétorique. Tout bascula lors de cette soirée où les vétérans, jusqu'ici prudents, commencèrent à remettre bout à bout les fragments d'une même inquiétude. Le sergent Donovan Reed, qui avait déjà exprimé ses doutes, posa d'abord ce que tous ressentaient. La Jamaïque, selon lui, avait lentement glissé vers une posture de dépendance diplomatique qu'aucun d'eux n'aurait imaginée lorsqu'ils étaient jeunes recrues. À mesure qu'il parlait, d'autres hommes acquiesçaient en silence, conscients d'avoir observé pendant des décennies les mêmes compromis, les mêmes gestes de retenue, les mêmes hésitations politiques qui n'avaient jamais protégé leur communauté. Un ancien major résuma la première rupture en quelques mots. Nous avons servi sans que personne ne défende ce que nous défendions. Ce fut la phrase qui fit monter la tension dans la pièce. Le moment décisif arriva lorsque Leonard Clark entra dans la salle un après-midi pluvieux, tenant une tablette enveloppée dans un tissu sombre. Il invita les hommes à se rapprocher, puis lança le clip qu'ils avaient tous vu séparément mais jamais analysé en commun. L'image du capitaine Ibrahim Traoré, debout sous le soleil du Sahel, se déploya dans le silence total. Aucun des vétérans ne parlait. Ils observaient non seulement les mots, mais la posture, la respiration mesurée, la façon dont il regardait les hommes derrière lui comme des camarades et non comme des subordonnés. Le capitaine Ashton Burke finit par murmurer : « C'est la respiration d'un soldat. » Alors, en moins de 2 minutes, la salle entière sembla changer de densité. Au fur et à mesure qu'il revoyait le clip encore et encore, chaque détail devenait un indice. La stabilité de la voix, l'absence de peur, la précision des mots, la manière dont il évoquait des puissances étrangères, sans reculer d'un millimètre. Pour le lieutenant Stewart, c'était là que surgissait l'étincelle. Voir un Africain jeune parler avec aplomb rappelait brutalement à toute une génération ce que leurs dirigeants n'avaient plus incarné. Et pour la première fois depuis longtemps, les hommes sentirent que la fatigue qui les habitait se transformait en lucidité. Le soldat Gordon formula ce que tous pensaient, et si c'était ce que nous avions attendu sans le savoir, après ce visionnage collectif, rien n'était plus pareil. Les vétérans se retrouvèrent, non pour répéter des souvenirs anciens, mais pour déplier ce qu'ils venaient de comprendre. Ils réalisèrent qu'ils n'avaient pas été frappés par une promesse politique, mais par une attitude. La pièce entière vibrait d'un mélange de regret et de clarté, car chacun comprenait que cette admiration ne venait ni de l'exaltation, ni de l'illusion. Elle venait du contraste entre un leadership direct et une région qui s'était trop habituée à courber l'échine. Et plus il parlait, plus il sentait qu'un mouvement intérieur prenait forme. Cette nuit-là, un basculement irréversible s'opéra. Non pas un choix stratégique, mais un réalignement intime. Les hommes âgés, éparpillés entre Kingston, Montego Bay, Toronto ou Birmingham, se découvraient un fil commun.
Ils n'étaient plus seulement des vétérans fatigués. Ils devenaient les témoins lucides d'un réveil qu'ils n'avaient pas vu venir. La transition fut manifeste. En quelques semaines seulement, les vétérans passèrent d'un simple visionnage isolé à une analyse collective si méthodique qu'elle contrastait avec des années d'attente silencieuse. Cette bascule, du murmure au positionnement assumé, dépassait largement le premier choc émotionnel. Elle reposait sur un constat simple: quelque chose avait changé dans la manière dont ils percevaient leur rôle de témoins d'une époque. Ils réalisèrent qu'en plus de 60 ans d'indépendance, leur île avait souvent suivi des orientations dictées ailleurs. Ce chiffre, 60 ans, fonctionnait pour eux comme une ligne de base, l'âge d'une promesse jamais vraiment tenue. Depuis cette référence temporelle, tout ce qu'ils voyaient désormais semblait représenter une déviation nette, presque brutale. Lorsqu'ils observèrent combien de fois leurs dirigeants avaient privilégié la prudence diplomatique, ils estimèrent que les décisions critiques venaient trop souvent de Washington, Ottawa ou Londres, bien avant Kingston. Ce constat, répété pendant des décennies, formait pour eux une accumulation silencieuse qui rendait chaque nouveau compromis plus lourd que le précédent. C'est précisément ce qui expliquait pourquoi un simple discours pouvait soudain paraître si différent. Quand ils virent la réaction populaire se diffuser à travers plusieurs villes d'Afrique de l'Ouest, ils notèrent que les images d'unité chantant, levant des drapeaux ou pleurant circulaient en quelques jours à peine. Et c'est dans cette ondulation collective qu'ils trouvèrent une clé d'interprétation nouvelle. Ce qu'ils percevaient n'était pas un phénomène isolé, mais une résonance. À ce stade, l'apparition d'Ibrahim Traoré n'était plus vue comme un simple élément narratif. Elle devenait le pivot autour duquel leurs souvenirs, leurs regrets et leurs exigences de cohérence se réorganisaient. Les vétérans ne s'attardaient pas sur sa jeunesse, ce serait trop simple, mais sur les détails, la respiration contrôlée, la manière de désigner la responsabilité, le refus visible de céder à la pression extérieure. Chaque visionnage ajoutait une couche de compréhension, comme si la pièce entière s'était transformée en salle d'instruction militaire. Ils n'avaient plus l'impression de regarder une figure lointaine. Ils examinaient une attitude qui leur rappelait ce qu'ils avaient longtemps espéré incarner. Cette démarche n'était pas seulement analytique, elle était profondément introspective. Breed, Hines, Stewart, Gordon, Burke, Clark, chacun d'eux revisita sa propre trajectoire militaire à travers ce miroir inattendu. Ce qu'ils redécouvraient n'était pas de l'enthousiasme aveugle, mais une exigence restée intacte malgré l'usure, celle de la dignité. À force de mettre en relation ces trois indicateurs, ils conclurent que leur malaise n'était pas né du discours lui-même. Il provenait de l'écart immense entre la discipline qu'ils avaient servie et celle qu'ils observaient rarement chez leurs dirigeants. C'est cet écart, ce delta, qui expliquait tout: leur écoute soudain plus attentive, leur lucidité renforcée, leur volonté nouvelle de se positionner. Et c'est à partir de ce point précis que la suite devint inévitable. Pour comprendre la portée de ce basculement, il fallait affronter les deux arguments qui circulaient parmi les vétérans eux-mêmes, souvent exprimés à demi-voix mais jamais ignorés. L'exercice ne visait pas à nier la complexité, mais à la formuler avec précision, comme ils l'avaient appris dans les salles d'instruction militaire. Certains anciens combattants, influencés par des décennies d'observation des équilibres régionaux, affirmaient qu'un soutien public, même symbolique, pouvait exposer la Jamaïque à des pressions diplomatiques indésirables. Ils rappelaient que leurs dirigeants avaient souvent préféré la retenue afin d'éviter de froisser des puissances étrangères, et que cette prudence n'était pas toujours synonyme de faiblesse, mais parfois de survie politique. Pour eux, l'idée d'encourager un jeune officier étranger, aussi inspirant soit-il, risquait de déclencher une surveillance accrue comme celle évoquée lorsqu'une séance d'information régionale fut annoncée dans la Caraïbe.
Il voyait dans cette réalité un signal clair. Le monde reste nerveux lorsqu'un mouvement d'anciens soldats prend une tournure inattendue. D'autres vétérans répondaient que rester silencieux n'était plus une option. Ils se souvenaient des traités qui avaient affaibli leur île, des décisions chuchotées à Washington avant même d'être débattues à Kingston, et de l'impression persistante d'une souveraineté fragile. Leur raisonnement tenait en une ligne. Si une génération avait tant souffert de la complaisance politique, alors reconnaître la posture d'un homme qui refusait de se courber n'était pas un acte de naïveté, mais de cohérence morale. Pour eux, le discours d'Ibrahim Traoré n'était pas un manifeste. C'était le rappel d'une colonne vertébrale qu'ils avaient de vue disparaître trop souvent. Quand ils revinrent aux faits, tous finirent par admettre une chose. Ce qui les touchait n'était pas l'idéologie, mais le contraste. Pendant plus d'un demi-siècle, des dirigeants avaient parlé de souveraineté tout en signant des accords qui réduisaient leur marge d'action. Et pourtant, dans un simple clip, ils voyaient un officier s'exprimer sans peur, sans maître, sans détour, assumant chaque mot comme s'il en payait lui-même le prix. C'est ce contraste, non les discours, qui constitua leur point d'ancrage commun. Tout a basculé soudain. Les vétérans n'étaient plus seulement des observateurs prudents, mais des hommes qui venaient de comprendre qu'un mouvement silencieux s'était formé autour d'eux, poussé par des voix qu'ils ne connaissaient même pas encore. Le tournant n'apparut lorsqu'ils virent les réactions se multiplier à travers la diaspora. Des anciens camarades installés à Toronto, Brixton ou Miami renvoyaient les mêmes mots, les mêmes frissons, les mêmes interrogations. Cette convergence inattendue donna au groupe un sentiment étrange, celui que leur propre réflexion n'était plus isolée, qu'elle s'inscrivait dans quelque chose de plus large, presque générationnel. C'est à ce moment-là que le visage d'Ibrahim Traoré reprit toute sa place dans leur discussion, non pas comme un leader lointain, mais comme le point focal d'un réveil collectif que personne n'avait anticipé. Même les plus sceptiques admettaient désormais que les images venues du Sahel n'étaient pas seulement un symbole, elles avaient ravivé une mémoire qu'ils croyaient émoussée. Et, pour la première fois depuis des années, l'idée d'un alignement moral, plutôt qu'un alignement politique, devint pensable pour ces hommes dont la discipline avait longtemps été étouffée par les compromis. À mi-parcours de leur cheminement, ils savaient une chose: ils ne reviendraient plus en arrière. La réaction en chaîne provoquée par la déclaration des anciens combattants jamaïcains se répandit bien au-delà de leur petite salle communautaire, touchant plusieurs cercles qui n'avaient pas prévu de se retrouver au cœur d'un tel mouvement. Ce qui suivit ne fut pas un embrasement soudain, mais une propagation progressive d'effets concrets dans 4 sphères distinctes: les populations ordinaires, les milieux économiques, les structures politiques et l'espace régional. 1. Groupe NN. Les populations ordinaires. Chez les citoyens jamaïcains et caribéens, l'impact fut immédiat. De nombreuses personnes âgées, marquées par des décennies d'instabilité et d'attentes déçues, virent dans la prise de position des vétérans quelque chose d'inattendu, un signe que les aînés n'étaient plus prêts à garder le silence. Ce geste éveilla une mémoire collective profondément enfouie, celle d'un temps où la dignité se mesurait à la capacité de tenir debout malgré les pressions extérieures. Les images d'Ibrahim Traoré circulant dans les diasporas africaines et caribéennes renforcèrent cette perception. Les gens y voyaient un miroir, non un modèle importé. Cette identification créa une onde émotionnelle que les vétérans eux-mêmes n'avaient pas anticipée. 2. Groupe DN. Les milieux économiques et professionnels.
Dans certains cercles professionnels, surtout parmi les travailleurs installés en Amérique du Nord ou au Royaume-Uni, la déclaration devint un sujet de conversation silencieux mais régulier. Les vétérans de la diaspora, qui avaient servi dans les forces américaines, britanniques ou canadiennes, y virent un rappel de leurs propres contradictions. Ils avaient protégé des intérêts étrangers tout en observant leur région perdre en autonomie. Cette tension réapparut à la surface, obligeant des hommes et femmes à réexaminer leurs propres choix de carrière et la question plus large de la loyauté économique. Il ne s'agissait pas de révolte, mais d'un ajustement intérieur, d'un changement subtil dans la manière de percevoir leur position au sein d'un système plus vaste. 3. Groupe ND. Les structures politiques et institutionnelles. Les responsables politiques caribéens réagirent de manière mesurée, parfois nerveuse. Certains félicitèrent prudemment les vétérans pour leur audace, tandis que d'autres évoquèrent la nécessité de préserver la stabilité régionale. Cette prudence reflétait une crainte évidente: voir un groupe de soldats à la retraite influencer le discours public autour de la souveraineté. Lorsque la séance d'information régionale fut annoncée, beaucoup comprirent que l'équilibre diplomatique pouvait être affecté par ce simple alignement moral. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré devint involontairement un test de résistance pour les cadres politiques de la région. 4. Groupe KV, l'espace régional et international. Les répercussions dépassèrent rapidement les Caraïbes. À Washington, Ottawa et Londres, la diffusion de la déclaration suscita des analyses discrètes mais insistantes. Les think tanks commencèrent à s'interroger sur les raisons pour lesquelles des vétérans caribéens s'alignaient émotionnellement sur un officier ouest-africain. Dans plusieurs capitales, on reconnut que le phénomène ne relevait pas d'une alliance stratégique, mais d'un pouvoir psychologique lié à la dignité et à la représentation. Cette lecture inquiéta certains milieux diplomatiques car elle échappait aux cadres habituels. Ainsi, les conséquences de cette prise de position s'étendirent bien au-delà de la Jamaïque. Elles redessinèrent, même timidement, les perceptions d'une génération longtemps tenue en marge. À ce stade de leur réflexion, les vétérans savaient que les mois à venir détermineraient la portée réelle de leur prise de position. Ils ne parlaient pas de géopolitique abstraite, mais de dynamique humaine. La réaction des dirigeants, l'attention des puissances étrangères, la capacité des jeunes générations à saisir ce moment. C'est dans cet esprit qu'ils dessinèrent 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois, non comme des prédictions, mais comme des lignes d'hypothèse. Dans cette configuration, la déclaration continuerait de circuler dans la diaspora, trouvant un écho constant mais maîtrisé. Les gouvernements caribéens adopteraient une posture prudente, oscillant entre respect des vétérans et besoin de préserver leurs alliances historiques. Les discussions publiques resteraient mesurées, parfois tendues, mais sans rupture et ouverte. Si la pression diplomatique reste discrète, alors la conversation continuerait à s'élargir sans basculer dans l'affrontement. Dans cette trajectoire, les voix des anciens combattants inspireraient davantage de jeunes, tant dans les Caraïbes que dans la diaspora, créant une forme de continuité intergénérationnelle. Les débats sur la souveraineté et la dignité deviendraient plus frontaux, mais toujours structurés. Certains responsables politiques pourraient reconnaître publiquement la valeur symbolique de ce mouvement, même sans le soutenir officiellement. Si les échanges entre Afrique de l'Ouest et Caraïbes s'intensifient, alors une passerelle morale pourrait se solidifier. Ce scénario, évoqué avec gravité, reposait sur un fait déjà perceptible. La séance d'information régionale signalait que certains gouvernements observaient cette dynamique avec méfiance. Dans cette hypothèse, les pressions diplomatiques deviendraient plus explicites. Les anciens combattants
pourraient être accusés d'alimenter des tensions ou de favoriser des influences extérieures, même si leur objectif n'était que moral. Si des puissances perçoivent ce mouvement comme une menace à leurs équilibres, alors la réaction pourrait devenir plus dure. Quel que soit le chemin, une certitude demeurait pour les vétérans. Leur geste n'était pas un acte politique, mais un acte de cohérence. Ils n'avaient pas cherché à provoquer une onde régionale. Elle était venue d'elle-même, portée par une mémoire collective réveillée et par l'écho inattendu d'une figure comme Ibrahim Traoré, dont la posture avait servi de déclencheur silencieux. Ce moment touchait différentes catégories de spectateurs, chacun portant son propre bagage, ses propres attentes et ses propres silences. Les vétérans l'avaient compris. Leur déclaration n'était pas destinée à un seul public, mais à trois cercles qui vivaient de cette histoire avec des angles totalement distincts. Pour ceux ayant traversé des décennies de promesses fragiles, ce geste éveillait une émotion complexe, un mélange de fierté retrouvée et de regret. Ils y voyaient enfin des hommes de leur génération affirmer avec calme que la dignité ne devait plus s'effacer devant la peur diplomatique. La figure d'Ibrahim Traoré, loin d'être un modèle imposé, agissait comme un rappel de ce qu'ils avaient autrefois espéré voir dans leur propre région. Pour les plus jeunes, habitués à naviguer entre plusieurs identités, cette prise de position révélait l'existence d'un fil invisible reliant Caraïbes, Afrique et exil. Ils découvraient que leurs aînés n'étaient pas seulement des témoins fatigués, mais des acteurs capables de se lever encore lorsque les valeurs fondamentales étaient en jeu. Cette posture offrait d'un contre-récit face à la résignation, un récit où la cohérence l'emportait sur la prudence. Même ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de la Jamaïque voyaient dans ce mouvement un phénomène inattendu, une génération d'hommes âgés refusant de rester silencieuse. Ils percevaient cette démarche comme un signal rare, presque solennel, celui d'un réveil moral dépassant les frontières. Ce réveil trouvait écho dans la manière sobre et ferme dont Ibrahim Traoré s'exprimait, rappelant que certaines postures parlent plus fort que les alliances. Pour les vétérans, il ne suffisait plus de comprendre le moment, il fallait lui donner une direction claire. Ils savaient que leur geste pouvait perdre son sens sans une méthode, sans un cadre, sans une discipline rappelant celle qu'ils avaient portée toute leur vie. C'est ainsi qu'ils dessinèrent une feuille de route simple, précise et surtout applicable par des hommes âgés dont la force résidait désormais dans la parole, la mémoire et la cohérence. Les anciens combattants décidèrent d'abord d'identifier un petit groupe chargé de conserver la cohérence de leur message. Il s'agissait de Reed, Hines, Stewart et Clark, chacun assumant une fonction: rédaction, circulation, vigilance et contact avec la diaspora. Leur mission: s'assurer que leur prise de parole publique reste centrée sur la dignité, non sur la polémique. Une série de rencontres mensuelles fut proposée, non pour produire des déclarations répétées, mais pour maintenir un espace d'écoute intergénérationnel. Les jeunes de la diaspora pourraient y poser des questions, tandis que les aînés transmettraient les leçons tirées de leur décennie de service. La mesure de réussite, voir ces échanges se poursuivre sans perdre leur sérénité. Le groupe souhaitait encourager une réflexion régionale fondée sur le courage, la lucidité et la loyauté. Trois valeurs qu'ils avaient repérées dans l'attitude d'Ibrahim Traoré. Il ne s'agissait pas d'imiter un modèle extérieur, mais de rappeler aux Caraïbes que ces valeurs avaient toujours fait partie de leur propre histoire. La métrique envisagée. Observer si les discussions publiques s'ouvrent davantage à la question de la dignité politique. Les vétérans insistèrent sur un principe: personne ne devait rester seul dans ce processus. Chaque prise de position devait être collective pour éviter toute pression ciblée. Le succès serait mesuré non par l'ampleur du mouvement, mais par la cohésion du groupe.
Lorsque les vétérans se retrouvèrent une dernière fois dans la vieille salle communautaire, celle dont les murs fissurés avaient silencieusement accompagné leur réveil, quelque chose semblait avoir changé dans l'air. Ce lieu, modeste et marqué par le temps, n'était plus seulement un décor. Il était devenu le témoin physique de leur retour à la cohérence, la preuve que même les espaces fatigués peuvent abriter une lucidité nouvelle. Reed observa longuement la pièce, comme pour y rechercher la trace de toutes les conversations qui avaient guidé leur cheminement depuis la première discussion hésitante jusqu'à la feuille de route soigneusement établie. Dans ce moment suspendu, la figure d'Ibrahim Traoré reprit